Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour cette 7e séance de cours à distance en SVT avec Monsieur Cascas. Donc nous avons vu les semaines précédentes dans cette leçon donc le rôle des micro-organismes bénéfiques. On a d'abord parlé du microbiote humain pour le définir, puis la semaine dernière on a travaillé sur le rôle du microbiote dans la digestion. Et maintenant, la dernière partie consiste à aborder le rôle du microbiote, toujours ces micro-organismes, mais cette fois dans la nutrition minérale d'autres organismes vivants, donc pas avec nous les humains, mais notamment avec les végétaux. Donc pour voir le rôle des micro-organismes dans la nutrition minérale des végétaux, il faut déjà comprendre en quoi consiste cette nutrition chez les végétaux. Donc c'est une notion que vous avez déjà dû voir en 6e, 5e et que nous allons développer cette année en 3e. Alors pour pouvoir travailler cette partie, je vous donne l'adresse de mon blog, donc svtcray.canalblog.com, à l'intérieur duquel vous allez trouver toutes les animations que je vais vous présenter. Alors, donc les différentes parties que nous allons aborder, donc ça va consister d'abord à voir la production de matière organique par les végétaux. Ensuite on verra l'approvisionnement en matière minérale, le devenir de cette matière organique et on finira par la symbiose avec justement ces fameux micro-organismes. Alors pour travailler cela, je vais donc vous présenter les animations qui sont sur mon blog. La première, la voici. Donc on commence par travailler sur un végétal composé donc de différents organes, les racines dans le sol, une tige, des feuilles, là vous avez la fleur en tant qu'organe reproducteur mais que nous n'allons pas étudier puisque là on ne parle pas de reproduction mais uniquement de nutrition. Donc les trois organes essentiels, racines, tiges, feuilles. Ensuite les milieux de vie, c'est bien sûr sol, atmosphère. Donc les racines sont au contact du sol et tiges et feuilles sont au contact de l'atmosphère. Alors la particularité que présentent les végétaux verts, on verra que vert est très important puisque vert signifie la présence de chlorophylle. On parle de pigment chlorophyllien, c'est ce qui donne la couleur, mais cette molécule elle est capitale. Donc la particularité que présentent les végétaux verts, c'est d'être des organismes, on dit autotrophes, c'est-à-dire capables de fabriquer leur propre matière organique à partir de matière minérale. Alors que nous, les humains et tous les animaux de la planète, nous sommes hétérotrophes, c'est-à-dire que nous fabriquons notre matière organique à partir d'une autre matière organique que nous retrouvons au sein des aliments. Donc, dans les fameuses chaînes alimentaires que vous avez appris en 6e, les végétaux verts constituent le premier maillon des chaînes alimentaires en tant que producteurs primaires. Alors, comment c'est possible? Donc, pour fabriquer de la matière organique, quand on dit matière organique, dans le cas de ces végétaux, c'est notamment des glucides, c'est-à-dire des sucres, le plus connu étant l'amidon. Eh bien, pour fabriquer ces glucides, la plante a besoin, globalement, on va dire de 3 voire 4 ingrédients. Le premier qui est noté là, c'est la lumière, puis l'eau, gaz carbonique qu'on appelle dioxyde de carbone, CO2, et les minéraux, donc, qui sont en général dissous dans l'eau. Alors, je clique, on va voir donc le rôle de tous ces éléments. Tout d'abord, l'énergie solaire. Donc cette énergie, le soleil donc produit cette énergie qui va être captée, justement on verra tout à l'heure, par la feuille au niveau donc de cette chlorophylle. Premier ingrédient, la lumière. Deuxièmement, l'eau et les sels minéraux. Ils proviennent du sol et ce sont donc les racines qui vont absorber, vous voyez, l'eau et les sels minéraux. Troisième ingrédient, le dioxyde de carbone ou gaz carbonique, qui lui aussi est absorbé au niveau des feuilles, mais parce que sur les feuilles, il existe des petites structures qu'on appelle des stomates, qui sont des orifices, donc des petits trous présents sur les feuilles, et qui, c'est à leur niveau que la feuille va donc pouvoir absorber le CO2. Donc là, les ingrédients sont réunis, on zoome sur une feuille,
Et on découvre donc qu'une feuille est composée d'un certain nombre de cellules. On zoome sur une cellule, on y reconnaît bien sûr le noyau, comme dans quasiment toutes les cellules, un cytoplasme, une membrane plasmique, membrane cellulaire. Et ce qui est nouveau ici, chez la cellule végétale, c'est de posséder ce qu'on appelle des chloroplastes. Chloroplastes, en fait, ça veut dire des sacs de chlorophylle, chloroplastes. On va zoomer. Et là, donc, on découvre qu'en fait, c'est à l'intérieur du chloroplaste que la magie s'opère. C'est-à-dire que la chlorophylle capte l'énergie solaire. Ensuite, vous voyez l'eau qui a été absorbée au niveau des racines va donc arriver jusqu'au niveau de la feuille, puis dans les cellules chlorophylliennes, et puis au sein des chloroplastes. Ensuite, le troisième ingrédient, le CO2, donc dioxyde de carbone, lui-même absorbé au niveau de la feuille. Ensuite, pour fabriquer donc des glucides, eh bien, quand vous regardez, il va se passer quelque chose, sans entrer trop dans les détails, mais ce phénomène va porter le nom de photosynthèse. Photo, c'est la lumière. La synthèse, c'est la fabrication. C'est-à-dire qu'un végétal vert a cette capacité de réaliser la photosynthèse, donc la fabrication grâce à la lumière, alors de quoi? De glucides. Alors en physique-chimie, vous avez dû voir les notions d'atomes et de molécules. Un glucide est une molécule composée de plusieurs atomes. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous connaissez ces trois atomes. C'est carbone, H hydrogène, O pour oxygène. Eh bien, quand vous regardez, d'où viennent ces atomes qui sont maintenant réunis dans une même molécule? Eh bien, le carbone du sucre, donc des glucides, vient du CO2. Ensuite, l'oxygène aussi vient du CO2. Il nous reste maintenant à comprendre d'où vient le H, l'hydrogène. Et en fait, l'hydrogène provient de H2O, la molécule d'eau. Donc il va se passer que si vous avez compris ce que je viens d'expliquer, eh bien CHO, les trois atomes qui composent les molécules de glucides, eh bien C et O viennent du CO2, H de l'hydrogène. Ça veut donc dire que le O, l'atome d'oxygène qui est présent dans H2O, on ne le retrouve pas dans les glucides. Ben alors qu'est-ce qu'il devient? Eh bien c'est ce que vous voyez dans cette schématisation. Il devient donc le fameux dioxygène. Vous savez, cette molécule capitale qui doit être dans l'atmosphère pour assumer la respiration des êtres vivants sur notre planète. Donc en gros, on s'est rendu compte qu'en réalité, l'énergie solaire va permettre la décomposition de la molécule d'H2O et d'une autre manière, de permettre à ce que ces trois atomes se retrouvent reliés les uns aux autres et composer donc une molécule de glucides. Sauf que ce phénomène, donc vous comprenez, se fait depuis le lever du jour jusqu'à son coucher, et que toute la journée, les feuilles, eh bien, réalisent cette photosynthèse qui est capitale pour produire de l'oxygène d'une part, le dioxygène qui ira dans l'atmosphère, et d'autre part fabriquer cette matière organique que sont donc les glucides, en particulier l'amidon. Voilà. Ensuite, ces glucides qui sont fabriqués au niveau de la feuille, ben, ils vont pas rester dans la feuille. Sinon, je vous dis, limite, les feuilles seraient sucrées. Eh bien, maintenant, vous avez dans ce schéma ce qui est représenté par des flèches rouges, c'est-à-dire un phénomène d'export. C'est-à-dire que la feuille, vous voyez en bleu, a importé donc de l'eau et des minéraux depuis le sol, mais ensuite elle va exporter la matière organique que la feuille a produit par photosynthèse. Ça veut donc dire qu'il doit exister un système de circulation, un peu comme chez nous les humains, quand on a le sang qui circule dans des vaisseaux, eh bien on voit que, vous voyez, ça circule énormément au sein de ce végétal vert, et qu'il y a, pour faire simple, une circulation à double sens. Il y a d'abord une circulation ascendante. Ascendante, c'est-à-dire qui monte. Eh bien, cette circulation, c'est ce qu'on appelle la sève brute. Cette sève brute en bleu, dans ce schéma, eh bien, c'est elle qui est composée d'eau et de minéraux. Et donc, elle est ascendante, donc elle monte le long de la tige, et c'est cette sève brute qui va arriver dans les feuilles. Pour circuler, elle a besoin de vaisseaux. Ces vaisseaux conducteurs de sève brute portent le nom de xylème, les vaisseaux du xylème. Donc, les vaisseaux du xylème vont pouvoir transporter la sève brute, donc depuis les racines jusque dans les feuilles.
Arrivé au niveau des feuilles, donc l'eau associée au dioxyde de carbone et à l'énergie solaire vont permettre le phénomène de photosynthèse que nous venons de voir. Et grâce à cela, des glucides, donc de la matière organique, vont être produits et ces glucides ensuite vont être exportés. Donc ils vont aller circuler dans la totalité de la plante, dans tous les organes. Donc on les voit aller, vous voyez la flèche qui redescend, dans les racines, et d'autres qui vont aller dans la fleur, et puis en fait ils vont aller dans tous les organes de la plante. Alors cette sève maintenant qui circule dans l'autre sens, on lui a donné un autre nom, on l'appelle la sève élaborée. Sève élaborée parce que cette fois elle n'est plus minérale et brute comme celle qui était ascendante, mais cette sève elle est très riche en matière organique. Cette sève élaborée, pareil, doit circuler dans un autre type de vaisseaux, on va les appeler les vaisseaux du phloème. Et à ce moment-là, donc ces glucides vont pouvoir aller dans tous les organes pour que la plante puisse les utiliser en partie pour se développer, grandir, croître. C'est pour ça que les racines vont grandir, que la fleur peut se former, mais aussi tout le sucre que nous consommons, que nous trouvons dans les fruits, eh bien en fait c'est le sucre qui à l'origine a été fabriqué dans les feuilles par photosynthèse, a été exporté le long des vaisseaux du phloème, et que cette sève élaborée est venue enrichir en sucre des pastèques, des fraises, des cerises. Ok? Donc c'est pour ça que ce mécanisme il est vraiment capital et vous devez donc le comprendre. Alors pour vous entraîner à comprendre ce phénomène-là, je vous ai donc proposé un TP que vous allez trouver sur mon blog, donc svtcreil.canalblog.com, et je vous ai mis, je vais vous le présenter, on en profite. Alors, le voici. Vous voyez qu'il y a tous les TP de l'année, donc quand vous passez votre souris sur les sommaires, vous voyez à chaque fois il y a 5 TP. Là, donc de 1 à 5, de 6 à 10, et là de 11 à 15. J'en rajouterai au fur et à mesure du travail que nous ferons à distance. Donc ce TP que je vous demande de réaliser, c'est le TP 14, celui de la nutrition végétale. Donc vous cliquez dessus et vous allez vous retrouver donc sur cette page qui vous présente dans un premier temps donc comment réaliser ce TP. Alors la petite difficulté, j'ai eu des retours de certains élèves. Donc vous avez ici le questionnaire, vous cliquez dessus et vous l'avez en meilleure qualité quand vous allez l'enregistrer ou le télécharger. Deuxièmement, vous aurez toutes les animations pour pouvoir faire le TP. Donc, les animations, il y en a 4 pour ce TP. Il suffit de cliquer dessus et de les télécharger. Alors, je vous disais, le problème, c'est ensuite la lecture de ces animations parce qu'elles sont en format Flash. Pour lire une animation en format Flash sur ordinateur, eh bien, vous avez besoin d'un player, on appelle ça, et moi je vous propose de télécharger Swift Player. En cliquant sur ce lien, vous le téléchargez, vous l'installez, et à partir de là, vous n'aurez plus de problème pour la lecture de ces animations format Flash. Ok? Alors, si je vous prends l'une des animations qui m'intéresse, notamment celle la plus intéressante de ces animations, la voici. C'est donc un TP interactif, et je vous ai mis donc des questions. Alors, je vous explique le principe. Il y a des objectifs de compétences et des objectifs de connaissances à travers ce TP. En termes de compétences, on va se rappeler comment on procède pour réaliser des expérimentations. Alors ici, ces expériences, vous voyez, il y a deux parties. À gauche et à droite, a priori, c'est exactement la même chose. En fait, à gauche, ça va, c'est une partie qui est réservée à faire ce qu'on appelle l'expérience témoin. C'est-à-dire une expérience dans laquelle tout va bien se dérouler de telle sorte que le développement du végétal, vous voyez qui est dans le pot, se fasse correctement. À droite, ça va être notre expérience test. Et quelle est la différence entre une expérience témoin et une expérience test? C'est que tous les paramètres, toutes les conditions expérimentales doivent être identiques, sauf une condition, sauf un paramètre, une variable. Et à partir de là, quand on va cliquer sur résultat, on va voir qu'il va se passer quelque chose dans l'expérience témoin, mais qui ne se produira pas dans l'expérience test. À partir de là, eh bien, on pourra interpréter très facilement. Parce que pour interpréter, et donc, c'est quoi interpréter? C'est expliquer le résultat que nous obtiendrons dans l'expérience test de droite. Eh bien, pour interpréter, ce sera très facile parce que
Quelle est la cause de cette différence de résultat? Eh bien, ce sera la variable. Donc, on en déduira à chaque fois, on en déduit que la variable, à vous de la trouver, explique la différence de résultat. Donc, moi, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est que vous puissiez travailler sur plusieurs paramètres. Je cherche, en fait, à travers ce TP, à vous démontrer que le végétal vert a besoin de certains éléments pour se développer. Je vous les ai affirmés en début de cours, et là, il faut les démontrer. Je les résume. Une plante a besoin de lumière, a besoin d'eau riche en minéraux, troisièmement, a besoin de CO2, mais elle a aussi besoin, pour certaines de ces plantes, comme ici une plante de région tempérée, elle a besoin d'une certaine température. Ok? Donc tout cela, on va le tester. Je vais en faire une ou deux avec vous, puis le reste, vous le ferez seul. Donc par exemple, si vous voulez tester l'hypothèse que la plante a besoin de lumière, eh bien, regardez, c'est très simple. Vous prenez votre lampe, vous la branchez. Ok? Donc là, dans l'expérience témoin, je mets de la lumière. Ça veut donc dire qu'à droite, dans l'expérience test, je n'en mets pas. Si vous voulez démontrer, vous voyez, que la plante a besoin de lumière pour se développer, il faut effectivement mettre ce paramètre variable en différence entre les deux. Ensuite, on va y mettre le reste dont a besoin une plante, donc de l'eau. Donc vous prenez la seringue, vous cliquez, vous remplissez d'eau, et vous pouvez maintenant arroser. Donc ça, ce sont, on va dire, vous vous souvenez, les conditions qui vont être identiques des deux côtés, puisque ma variable, c'est la lumière et rien d'autre. Donc j'arrose des deux côtés. La température, on est déjà sur 15 degrés, donc on n'y touche pas. Ok. Et c'est tout. On clique sur résultat et on observe. Vous voyez le temps qui défile. Ok, ça va s'arrêter, c'est parti. Et vous voyez ce qui s'est passé. À gauche, on a eu un développement. La plante est bien verte, développée. À droite, vous voyez, elle a commencé à faner. Elle a jauni. Elle est en train de se flétrir. Elle est en train de mourir. Donc, de là, vous en déduisez que la lumière est une condition nécessaire au développement d'une plante. Je recommence avec un autre cas, une autre condition. Donc, on va mettre maintenant de la lumière des deux côtés, puisqu'on sait que cette condition est nécessaire. Et puis, on va tenter, par exemple, de travailler sur le CO2. Donc, pour cela, on met les conditions communes, donc toujours de l'eau des deux côtés. On arrose. Ok, pour le témoin, vous récupérez la seringue, vous arrosez pour l'expérience test. Et maintenant, on va travailler sur le CO2. Donc, pour travailler sur le paramètre CO2, il faut donc laisser ici, du côté de l'expérience témoin, la plante sous cloche et sans rien toucher aux conditions atmosphériques et de gaz. Par contre, à droite, regardez, je mets une cloche et je vais mettre l'absorbeur de CO2. C'est-à-dire, justement, une molécule, un produit chimique qui va absorber tout le CO2 qui était censé être sous la cloche. Ça veut donc dire que à droite, dans mon expérience test, ce végétal va se développer pendant une dizaine de jours dans un milieu privé de CO2, alors que là, il y en aura bien. C'est parti, on clique sur résultat, les jours défilent. Vous voyez à gauche le développement très net, et à droite, aucun développement. Tout s'est arrêté. Donc la même chose, hein, vous en déduisez le rôle donc du CO2 dans le développement végétal. Donc je vous laisserai faire ça tout seul. On va terminer la leçon avec le rôle donc de la symbiose. Je vous explique ce que c'est. Sûrement vous avez entendu parler de ce terme. En fait, une symbiose, c'est une association entre deux organismes et que cette association, elle est à bénéfice réciproque. Moi, je vais vous prendre l'exemple de ce qu'on appelle les mycorhizes. C'est-à-dire que dans toutes les forêts du monde et dans énormément de cas de végétaux comme les orchidées, on a découvert une chose, c'est que les plantes, comme ici ce chêne, donc ces racines, en fait, poussent et se développent dans le sol, mais pas toutes seules. Elles s'associent avec des filaments de mycélium, c'est-à-dire ce sont des filaments qui proviennent d'un champignon. Et que ce champignon-là, en fait, vous voyez, il est en association avec le végétal.
Alors, quel est l'intérêt de ce type de relation? Ce n'est pas une relation de type parasitisme. Un parasitisme, c'est quand un être vit aux dépens de l'autre et qui provoque sa souffrance, voire sa mort. Ici, c'est vraiment une symbiose, c'est-à-dire que chacun va bénéficier et tirer un profit, un avantage de cette association. Alors, on le voit dans le schéma. Alors, l'avantage que tire le champignon, c'est que comme la plante est un végétal photosynthétique, elle va fabriquer des glucides, de la matière organique, alors que le champignon en est incapable puisqu'il n'a pas de chlorophylle. Eh bien, il se trouve que lorsque la plante, vous vous souvenez, elle va, à partir de la feuille, produire de la sève élaborée, riche en glucides, qui va circuler ensuite le long des vaisseaux du phloème dans le tronc, puis dans les racines, eh bien, une partie de cette sève élaborée va circuler dans les fibres ici du mycélium et remonter jusqu'au champignon. Donc le champignon tire un bénéfice puisqu'il est nourri, si vous voulez, en matière organique grâce à l'arbre. Et inversement, quel est l'intérêt pour l'arbre? Il se trouve que si vous regardez le réseau de racines, eh bien il couvre un certain volume dans le sol. Mais il se trouve que les plantes ont besoin d'aller chercher plus loin, plus profondément, ou plus loin horizontalement, pour aller chercher donc de l'eau et des minéraux qu'il n'y aurait pas suffisamment dans ce petit volume-là. Eh bien, l'avantage, c'est que comme le champignon possède un réseau, lui, de mycélium très développé, très vaste, eh bien, en fait, c'est comme si le mycélium fournissait à la plante de l'eau et des minéraux en plus que ce qu'elle peut capter par le biais de ses racines. Donc, c'est, entre guillemets, de nouvelles racines, en fait, ce mycélium, et au final, la plante se retrouve avec un meilleur approvisionnement en eau et en sels minéraux. Donc on est bien dans une association à bénéfice réciproque. Chacun tire un avantage. Donc là, vous avez un exemple ici de micro-organismes en tant que champignons qui peuvent être bénéfiques. On l'a vu chez nous dans notre appareil digestif pour la digestion et l'absorption. Là, vous avez un bel exemple où les micro-organismes peuvent être aussi bénéfiques même dans le monde végétal et notamment dans ce cas particulier pour la nutrition minérale. Donc nous avons avec ce dernier exemple terminé l'étude des micro-organismes bénéfiques. Donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage. Au revoir.